Merci d'accueillir sur scène la directrice de la stratégie, de l'innovation et du développement de la RATP, Madame Marie-Claude Dupuis, et le directeur de Madines Studio, Vincent Puren. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à ceux que j'ai vus ce matin à 10h. Bonjour Marie-Christine. Claude. Bonjour Vincent. J'ai dit Marie-Christine ? Oui. Décidément, les élas du direct. Marie-Claude. Dites-moi Marie-Claude, quand on voit un acteur comme la RATP, qui aujourd'hui est clairement au cœur de la vie des Franciliens, comment est-ce qu'un acteur comme vous, qui en plus a presque 100 ans, se projette et imagine la ville du futur ? C'est quoi pour vous la ville du futur ? Ah, ça c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'envisager la cité du futur. Et sincèrement, entre vous et moi, il y a certaines propositions qui sont faites aujourd'hui qui me font plutôt penser à un célèbre film de science-fiction, je pense à Matrix, 20 ans déjà, c'est-à-dire un univers très technique où les hommes et les femmes disparaissent derrière des robots, des machines et des datas. Alors clairement, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas celle de la RATP. Pour nous, la technologie doit d'abord être au service du bien-être, du bien vivre ensemble. Et si je devais donner des mots pour définir ce qu'est la Smart City selon moi et la RATP, je dirais d'abord une ville silencieuse et saine. Je dirais une ville sobre. Je dirais aussi une ville fluide et facile à vivre. Et enfin, une ville plus solidaire. Donc voilà ma vision de la Smart City et celle de la RATP. Marie-Claude, il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot silencieux. On parle quand même de méga-villes, de grandes villes, il y a beaucoup de bruit. Silencieux, vous m'intriguez là. Mais pour moi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit et je vais vous dire comment et pourquoi. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les véhicules électriques arrivent en ville. On a vu arriver les premières Zoé, Kangoo, mais clairement, c'est la Tesla qui a vraiment changé l'image du véhicule électrique. Et aujourd'hui, alors on envisage tout, hein, les scooters, les vélos électriques. Côté RATP, je crois pouvoir dire que nous avons joué un rôle précurseur en 2014 en adoptant un plan ambitieux pour Paris et sa région, qui est de convertir nos presque 5000 bus, essentiellement diesel, en une flotte de bus 100% propre à l'horizon 2025. Et ça a l'air de rien, mais pour faire ça, il faut bien sûr d'abord acheter des bus et stimuler l'industrie pour qu'elle nous propose des bus électriques, mais il faut transformer tous nos ateliers, il faut les raccorder au réseau et aussi il faut former les 17 000 salariés qui conduisent ou entretiennent ces bus. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce développement de la mobilité électrique, il est très cohérent avec le développement des énergies renouvelables et la décentralisation de la production d'électricité. Il y a vraiment une nouvelle approche de l'énergie maintenant, qui est vraiment de l'organiser à partir des sites de consommation et non plus à partir de sites de production centralisés. Et là encore, on est vraiment au cœur de la Smart City. Il n'y a pas de Smart City sans Smart Grid. Et au cœur de ce système, on va retrouver les batteries dans lesquelles il y a énormément d'argent investi aujourd'hui pour les rendre plus performantes, moins chères. Et ces batteries, en fait, forment de véritables traits d'union entre les véhicules et les bâtiments qui sont de plus en plus intelligents et sobres. Et c'est vraiment toute cette approche qui est très, très cohérente dans le monde de la mobilité. Et tout ceci nous permet de rêver à des villes plus silencieuses, plus saines et plus sobres. Au cœur du système, il y a aussi le fameux Pass Navigo. Ils sont combien ? Plusieurs millions à l'utiliser tous les ans, ce fameux Pass Navigo, avec forcément des attentes, des besoins, des usages relativement différents. Et pourtant, le Pass Navigo, il est globalement similaire pour tous. À quoi une personnalisation ? Alors, ça c'est vrai. On a des attentes très fortes par rapport à ça. Et il y a sûrement beaucoup de franciliens dans la salle. Tout le monde rêve qu'on vienne les chercher à leur porte pour aller jusqu'à leur point de destination. Je voudrais quand même rappeler que le cœur de métier de la RATP, c'est d'abord le transport de masse. Et ça, on s'y connaît un peu, parce que je voudrais rappeler quand même que nous avons 12 millions de voyageurs par jour sur notre réseau en Île-de-France, qui prennent le RER, le métro, le tram et les bus. Et c'est d'abord ça. Alors c'est vrai, ça nous oblige à aller vite, à tenir la performance de nos lignes, de nos matériels. Et sur la ligne 14 qui est automatique, on met un train toutes les 85 secondes pour absorber les flux. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas.
il faut fournir plus. Et c'est vrai aussi que grâce à toute cette révolution des technologies, la transformation digitale, on a vu apparaître une belle offre de nouvelles mobilités. Alors, beaucoup de startups se sont mis d'ailleurs sur ce marché-là. Et pour vraiment aller chercher la mobilité de demain, il faut combiner les deux. Transport de masse, nouvelle mobilité. Et pour combiner les deux, il faut traiter autant les questions de numérique et de facilité d'accès au réseau par des abonnements intégrés, tout devant être disponible sur le smartphone que tout le monde a dans sa poche, mais aussi l'interconnexion physique, en travaillant sur des hubs urbains agréables. Et alors vraiment, on voit apparaître, là encore, c'est des startups qui ont initié la démarche, un nouveau concept qui est le MaaS, Mobility as a Service, M2AS. Et c'est vraiment le MaaS qui embarque le transport de masse et les nouvelles mobilités. Et là, chacun rêve. Donc vraiment, ce qui est possible de faire avec ça, c'est de non plus avoir uniquement le pass Navigo, qui était votre question initiale, mais d'avoir un abonnement qui vous est proposé, et pour vous, votre famille, et qui va être une combinaison d'abonnements, des différentes offres de services, bien sûr du RER, mais aussi d'une entreprise de covoiturage, de l'autopartage, du vélo, du scoot partagé. Et vous choisirez, vous cocherez, vous donnerez un peu vos préférences. Et le matin, quand vous aurez besoin de partir, vous pourrez même choisir si cette fois-ci, parce que vous avez un rendez-vous important et que vous devez porter vos talons, vous préférez prendre la navette autonome qui arrivera bientôt pour rejoindre la gare, ou prendre un BTC, ou encore cette fois, vous avez envie de marcher, il fait beau. Là, hop, vous faites votre choix et l'abonnement intégré vous proposera une combinaison de mobilité qui vous amènera jusqu'à votre destination. Ça, c'est vraiment le rêve de tout voyageur. Votre mission, parce qu'un acteur de votre envergure a aussi des missions sociétales, c'est de favoriser le porte-à-porte. Évidemment, entre nous, c'est quand même relativement facile quand on est parisien. On est à quelques minutes à pied maximum d'une station de métro. Comment est-ce que, grâce à la technologie, concrètement, même si vous aviez déjà apporté un élément de réponse jusqu'ici, mais comment est-ce que vous utilisez la technologie pour permettre aux personnes qui habitent peut-être dans des villes moins bien situées, même si le mot est vilain, grâce à la technologie, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Alors, toujours, c'est vrai que j'ai plutôt mis l'accent jusqu'à présent sur notre grande métropole, mais quand il y a vraiment le cœur du système où là, il faut des flux intenses, et puis après, plus on s'éloigne, y compris en Île-de-France, on va vers une zone périphérique où là, les distances sont plus longues, il y a beaucoup moins d'offres de services. Alors c'est vrai qu'on s'efforce, on le voit, des fois, il y a des bus qui circulent à vide pour quand même essayer de répondre au moins aux heures de pointe aux besoins, et tout ceci coûte cher. Donc il faut essayer de trouver une nouvelle offre pour combiner tout ça. Donc les nouvelles mobilités, notamment avec le transport à la demande, va permettre de ça. Mais le rêve et la cible sur laquelle, dans le monde entier, on investit des milliards en ce moment, c'est vraiment les flottes de robotaxis, le véhicule autonome. Et là, c'est vraiment le nec plus ultra, parce que ça permettrait, si on a des flottes de taxis autonomes, de compléter cette offre que je viens d'évoquer, en réduisant les coûts. Alors certains pensent qu'avec une flotte de robotaxis, on peut économiser presque 50% du coût du transport, parce que c'est tout simple, on supprime le chauffeur. Comme ça, il n'y a même plus besoin, il n'y a plus de sujets sociaux, pas de protocole à négocier. Bon, il ne faut pas rêver. Si l'homme est le conducteur, s'il n'y a plus de conducteur en tant que tel et peut-être plus de représentants de la société dans une navette de 8 à 9 personnes à terme, les hommes ils seront autour. Parce qu'en fait, vraiment pour faire tourner une flotte de véhicules autonomes, et les automatismes, on s'y connaît à la RATP. Bien sûr. On a quand même, certes, ça fait 20 ans que la ligne 14 circule. On a automatisé la ligne 1, on l'a mise en service en 2012 sans interruption de service. Et ça, on est les seuls au monde à pouvoir faire ça, transformer une ligne classique en une ligne 100% autonome sans interruption de service. Donc les automatismes, on connaît un peu. Donc certes, d'ailleurs comme tous les grands opérateurs de transport, on a investi le sujet et on a un programme véhicule autonome dans lequel nous sommes engagés. Comme tout le monde, on fait beaucoup d'expérimentations. On en a fait à Austin, à Boulogne-sur-Mer, à Paris. Là, en ce moment d'ailleurs,
Nous sommes à Vincennes. Vous avez une des navettes d'ailleurs qui est sur... À découvrir juste derrière. Je vous invite à y aller. Nous avons mis une de nos navettes dans ces magnifiques locaux. Et ça, c'est les expérimentations. Mais la réalité, elle est très proche. Je ne parle pas des véhicules particuliers qui rouleront sur les autoroutes sans poste de conduite. Ça, on imagine ça plutôt pour 2030, hein, sans vraiment poste de conduite du tout. Dans le domaine du transport urbain, les flottes de robotaxis, enfin les navettes autonomes paraissent en fait beaucoup plus proches. Et notamment parce que on peut mettre autour de ça un système enfin, les opérateurs de transport comme nous peuvent opérer ces flottes-là avec notre savoir-faire et surtout répondre à tous les enjeux de sûreté et de sécurité. Pas de flotte de robotaxis sans cybersécurité, sûreté de fonctionnement, supervision, gestion de flotte et relations avec les riverains. Alors, je ne vous cache pas, il y a une bataille là en ce moment dans tous les grands acteurs au monde entier entre les GAFA qui ont la force de frappe des technologies et de l'argent pour investir sur ces sujets-là, les grands constructeurs automobiles qui se disent qu'il y aura peut-être bientôt de moins en moins de véhicules acquis en propre par les personnes, les véhicules vont être de plus en plus partagés. Donc tous les grands groupes industriels dans le secteur automobile sont en train d'investir et de mettre de l'argent dans les véhicules autonomes. C'est assez frappant de voir Daimler qui entre au capital de manière forte du VTC chauffeur privé, hein, c'est des exemples importants. Donc on voit bien que tout ce monde-là investit le sujet. Nous, on dit en tant qu'opérateur de transport, on a notre carte à jouer et la RATP a le savoir-faire pour ça. Et en plus, on apportera la confiance aux voyageurs qui seront dans ces navettes parce qu'on a fait des études auprès de différentes personnes et effectivement, c'est plutôt apprécié, ces véhicules autonomes, mais il y a quand même la question de la confiance, voilà. Donc, dans le système, j'ai envie de dire. Voilà, donc une belle perspective de développement. Vous avez réussi quand même à nous citer, à nous parler de votre perspective d'évolution sans citer le mot intelligence artificielle. Bravo pour ça. C'est pas facile de ne pas utiliser ces mots. Moi, j'aimerais quand même en citer un autre. Bon, on a tous compris qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, vous êtes quand même aujourd'hui, et en termes d'expérimentation, et en termes d'application assez avancée. Il y a un autre mot, et moi je l'aime beaucoup ce mot, vous le verrez tout au long de la journée, je l'aborderai, c'est la blockchain. Question pas facile, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un terme qui vous parle et est-ce que vous testez des choses? Oui, enfin, nous on ne teste pas encore, mais on est là pour en parler. Enfin, le principe de la blockchain, il est simple, c'est remplacer le tiers de confiance par de la technologie qui va permettre de certifier des prises de position. Donc c'est pour ça que ça a d'abord été imaginé pour les flux financiers. On voit arriver effectivement les premières startups qui travaillent sur la mobilité, notamment pour supprimer le tiers de confiance dans une organisation de covoiturage, par exemple. Donc voilà, premier exemple, donc on va creuser ça. Mais je voudrais quand même revenir sur mes définitions de Smart City, parce que je pense qu'il y a tout un pan qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le service qu'on peut rendre sur un réseau comme le nôtre. Donc non seulement il y a une attente en termes de mobilité, mais il y a une attente aussi pour rendre le trajet quotidien le plus utile et agréable possible. Et pendant des années, on s'était forcé, nous transporteurs et ingénieurs, à réduire le temps de parcours, mais le temps peut sembler plus court quand il est agréable. Et c'est pour ça que, sachez qu'on reste très mobilisés pour déployer la 3G et la 4G sur notre métro. C'est pas simple et qu'on ne vienne pas me dire que c'est mieux ailleurs dans les réseaux qui ont 100 ans comme le nôtre. Tous les grands métros anciens ont du mal à déployer la 3G, 4G, mais on progresse et les grandes stations sont déjà largement équipées. Et à partir du moment où vous avez la connectivité, vous pouvez faire vos mails, organiser votre journée, préparer votre liste de courses que vous pourrez récupérer à une conciergerie. Et quand on tire le fil de cette idée, on s'aperçoit que finalement, un réseau de transport en commun multimodal, comme on en a un déjà en Paris et sa région qui reste la référence, c'est un formidable terrain d'innovation et de création en termes de services d'abord, puisque alors là, vous avez le champ libre, vous, innovateurs, pour nous proposer des services en tout genre, en utilisant largement nos espaces. 12 millions de voyageurs, c'est des flux, c'est des datas, c'est des clients. Je rappelle que nous avons en Île-de-France 365 points de contact ouverts de 5 heures du matin à 2 heures du matin tous les jours avec des salariés de confiance. C'est intéressant de constater d'ailleurs que beaucoup d'opérations
de vente de particulier à particulier d'objets d'occasion se font près d'une station de métro. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a toujours un agent RATP derrière qui peut peut-être intervenir s'il y a quelque chose qui se passe mal, parce qu'il faut quand même faire confiance aux personnes qu'on rencontre. Et donc, c'est des flux, ce sont des lieux de rencontre pour trouver des jobs. On va beaucoup investir sur tous ces nouveaux services, notamment autour de coworking, lieux de rencontre. Donc voilà, vaste champ d'innovation. Vaste champ d'innovation aussi dans ce réseau. Je reviendrai quand même sur l'énergie, sur tout ce qui est économie d'énergie, récupération de chaleur. Ça, je vous invite aussi à vous penser sur ces sujets-là en termes d'efficacité énergétique, de récupération de chaleur du métro. On a déjà 2 stations qui vont être équipées, les nouvelles stations sur le nord, la nouvelle ligne, enfin qui va être prolongée au nord de la ligne 14. Donc là aussi, c'est vraiment des champs d'innovation. Et tout ça au service des collectivités qui nous accueillent, parce que ce qu'elles attendent de nous quand on arrive avec des nouvelles lignes de métro, des nouveaux hubs urbains, des nouvelles gares routières, c'est qu'on embellisse leur ville. Donc la RATP a vraiment l'habitude de travailler avec des architectes. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le tramway est revenu au goût du jour. Il avait été complètement oublié. Et les tramways sont complètement revenus au goût du jour parce qu'on les a complètement intégrés dans des projets urbains. Et ça, il y a une attente forte des élus pour les territoires. Dernier sujet sur lequel je voudrais insister sur cette solidarité vis-à-vis des territoires, c'est tout ce qui est accompagnement, retour à l'emploi, parce que c'est pareil, ça fait partie de notre ADN à la RATP. Quand on s'investit dans un territoire, eh bien en retour, ça nous paraît assez normal d'embarquer des personnes en recherche d'emploi sur nos chantiers de réinsertion, de les accompagner dans la formation pour devenir un jour chauffeur. On investit beaucoup sur ces sujets-là parce qu'il doit y avoir du respect pour les territoires qui nous accueillent. Donc voilà en quelques mots ce qui est pour nous la Smart City. Si je résume, donc silencieuse, saine, sobre, fluide, à travers cette nouvelle approche de la mobilité de bout en bout. Facile à vivre. Facile à vivre. Tout ce qu'on peut faire pour faciliter nos voyageurs, c'est bon pour nous. Et j'espère que pour vous, c'est vraiment des possibilités pour vous de développer du business. Travaillons ensemble, profitons de ces lieux de rencontre que représente un réseau de mobilité pour créer du business, de la valeur, aider les personnes à mieux vivre ensemble dans une ville comme la nôtre. Voilà. Donc, et j'oublierai pas de dire, donc, une ville plus solidaire. Donc, pour terminer quand même, vous avez compris que nous avions une certaine vision de la Smart City. Si vous la partagez, venez travailler avec nous. Vous avez les idées, vous avez des offres, vous avez des envies. Nous avons des voyageurs, des espaces, des flux, des datas, on en a plein. Nous avons une vision de la ville et nous avons aussi des agents. J'ai beaucoup parlé du réseau francilien, mais je voudrais rappeler quand même que nous sommes présents dans 14 pays, 4 continents et que le groupe RATP, c'est 60 000 salariés dans le monde, portés par un même élan, une même envie et des mêmes valeurs. Alors, pour travailler ensemble, vous, start-up, eh bien, écoutez, c'est très simple. On a amené une navette autonome. Alors là, elle ne bouge pas beaucoup, mais elle est là, elle est derrière. C'est celle, une des celles qu'on opère dans nos différentes expérimentations. Mes équipes sont là-bas. Allez les voir, discutez, laissez vos cartes de visite. Et la promesse qu'on vous fait, concernant laquelle on s'engage, eh bien, c'est de vous répondre déjà, oui ou non. Et après, dans les modes d'action et de partage, ils sont multiples. Vous pouvez être un prestataire, on peut vous passer une commande, on peut commencer à faire des innovations ensemble, les fameux POC. Alors je sais que les POC, vous en avez un peu marre, parce qu'on vous promène d'expérimentation en expérimentation, et le vrai enjeu, c'est la généralisation. Donc on est en train de s'organiser en interne aussi pour aller plus loin que le simple POC sur lequel on va communiquer et pour lequel vous n'aurez jamais de suite. Donc il vaut mieux en faire moins, mais avoir un peu plus de profondeur dans le suivi. Et dernier mot, pour les plus chanceux, nous avons aussi un fonds d'investissement qui a commencé d'ailleurs, sur lequel on a déjà pris quelques participations et qu'on va nourrir régulièrement. Donc pour les meilleurs,
Il y aura même une possibilité de nous voir entrer au capital, non pas pour prendre la main, surtout pas, mais si on peut vous accompagner dans vos réflexions stratégiques, ça sera très volontiers. Merci à tous. Merci Marie-Claude. Merci à tous. Petite piqûre de rappel, n'hésitez pas à partager votre ressenti, partager vos questions, tout simplement partager ce que vous voyez aujourd'hui avec le hashtag MK18 sur les réseaux sociaux. Merci à tous et puis je vous dis à cet après-midi, on se retrouve à 14 h.